Alors, je vais commencer. Pendant ce temps, les gens pourront se brancher là, sans problème. Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire du CAPRES, la valorisation du français chez les étudiants et les étudiants des cycles supérieurs, enjeux et pistes d'action. Alors, je suis Karine Vieuxfort, la responsable scientifique et des activités au CAPRES, qui est le consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. Créé en 2002, le CAPRES agit au regard des questions d'accessibilité, de persévérance et de réussite en enseignement supérieur, donc au collégial et à l'université. Au cours de la présente année, le CAPRES deviendra l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. Alors, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et dans notre infolette bimensuelle pour avoir davantage d'informations à ce sujet. Alors, je vous parle de quelques petites fonctionnalités Zoom que tous et chacun connaissent de plus en plus, bien sûr, mais je me permets de les mentionner de nouveau. Comme on est en mode webinaire, il est normal que votre micro et caméra soient désactivés. On vous invite à utiliser l'outil QR au bas de votre fenêtre Zoom, donc questions-réponses, pour poser vos questions aux panélistes. Vous pouvez aussi utiliser le clavardage pour échanger de l'information entre vous. Il y aura aussi l'animation dans le clavardage pour vous amener à différentes ressources qui seront présentées par les panélistes. Je vous mentionne aussi que le webinaire va être enregistré et que l'enregistrement sera rendu disponible sur notre page CAPRES au cours des prochains jours. Les documents de présentation seront aussi rendus disponibles sur le site web du CAPRES. Donc, et en temps venu, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Donc, un petit contexte sur ce webinaire. Le webinaire de cet après-midi émane du dossier thématique du CAPRES sur l'amélioration et la valorisation du français en enseignement supérieur. Dans ce dossier, l'état du français au cycle supérieur est abordé. Il est plus précisément question d'abord de la présence différenciée du français et de l'anglais dans les écrits et les activités académiques au sein des universités québécoises, de l'influence de la langue des écrits scientifiques sur le choix des thèmes de recherche chez les étudiants et les étudiantes et des solutions institutionnelles qui peuvent être mises en place. Cette activité du CAPRES se veut un échange sur des enjeux actuels de l'état du français chez les étudiants et les étudiantes au cycle supérieur, mais aussi un partage de pistes d'action pour valoriser le français à la maîtrise et au doctorat. Donc, avant de commencer le webinaire à proprement parler, et je précise de suite que chaque présentation va se succéder l'une à la suite de l'autre. Il y aura une période de questions qui suivra à la toute fin. Donc, avant de commencer le webinaire, je vous présente rapidement nos 4 panélistes. Vous trouverez bien sûr leur notice biographique beaucoup plus détaillée et beaucoup plus riche sur notre site web. Donc, je commence avec Julie Carrier, qui est vice-rectrice adjointe aux études supérieures et postdoctorales à l'Université de Montréal depuis juin 2020. Elle a occupé le poste de vice-rectrice associée à la recherche de 2018 à 2020 et elle est professeure au département de psychologie et membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé. Bonjour Julie. Ensuite, on a Larsen Elgarzi, qui est docteur en didactique du français de l'Université Laval. Il est didacticien du français langue seconde. Il a d'abord enseigné au Maroc avant d'entamer une carrière de chargé de cours dans différentes institutions universitaires au Québec. Il occupe actuellement le poste de maître de langue à l'Université du Québec à Montréal. Il a également été responsable du Centre d'aide en français langue seconde au sein de la même institution. Bonjour Larsen. Ensuite, Vincent Larivière est professeur de sciences de l'information à l'Université de Montréal, où il est également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante et vice-recteur associé planification et communication stratégique. Il est directeur scientifique de la plateforme de diffusion des revues savantes Érudit, directeur scientifique adjoint de l'Observatoire des sciences et des technologies et membre régulier du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Bonjour Vincent. Ensuite, Etlava Bocage œuvre depuis plus de 20 ans dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage du français. En 2019, elle s'est jointe à titre de conseillère principale à la francisation à l'équipe du Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie, qui est responsable de la promotion et de la coordination des actions de l'Université de Montréal en matière de langue française et de relations avec la francophonie. Elle assume la direction du bureau depuis le 1er juin 2021. Alors, je cède tout de suite la parole à notre premier panéliste, donc Vincent Larivière, qui va nous faire une présentation. Ça sera suivi de Julie Carrier et Etleva et ensuite de Larsen. Alors, bon webinaire à tous et toutes. Merci Karine, merci de l'invitation et pour cette gentille introduction. Bon, ce que je veux faire avec vous, c'est un peu un survol des tendances actuelles, puis un peu voir aussi d'où on vient.
en termes de diffusion des connaissances. Donc, la science est passée d'un mode de diffusion qu'on peut dire qui était relativement unilingue, où on avait une langue commune qui était le latin, à une certaine période, on peut dire, de nationalisation de la diffusion, où à peu près tous les pays, en Europe au départ, puis ensuite en Amérique du Nord, ont créé leur propre revue dans la langue nationale. Elle a on pourrait dire une troisième phase, qui en est une de concentration de la diffusion des connaissances dans une langue, qui est évidemment l'anglais. Donc, j'ai une présentation en 6 temps. Je vais parler premièrement du rôle de la publication et de la diffusion des connaissances dans la carrière des chercheurs et des chercheuses. Et ça, c'est un élément qui est assez crucial pour comprendre pourquoi, en partie, on diffuse vers l'anglais aujourd'hui. Je vais parler un peu de la croissance exponentielle de la publication savante et de la diffusion des connaissances en général. Ensuite, quelques tendances sur le passage du multilinguisme à l'unilinguisme en anglais. Et enfin, conclure avec 2 points, avec le rôle des revues à l'ère numérique et comment ça affecte effectivement la place des langues et quels effets potentiellement positifs on peut trouver à la COVID. Donc, la COVID a plein d'effets sur la société et il y a quelques petits éléments qui sont peut-être positifs. On va voir, le temps nous le dira, mais il y a l'embryon peut-être d'un passage à nouveau vers le multilinguisme. Bref, publier, c'est de plus en plus important pour les membres de la communauté scientifique. Historiquement, on publiait quand on trouvait quelque chose. Et ça se pouvait qu'en tant que chercheur, on passe des années sans publier. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est plus vraiment possible. Publier, c'est passer, on peut dire, d'un indicateur de découverte à un indicateur d'activité. Donc, j'existe, je fais de la recherche, donc je publie. Et c'est de plus en plus vrai au cycle supérieur. Historiquement, une étudiante de maîtrise, ça ne publiait peut-être pas. Pendant ces années-là, ça commençait peut-être à publier lors des études de doctorat. Aujourd'hui, on va publier son mémoire de maîtrise, on va publier peut-être 2, 3, 4 articles pendant son doctorat, ce qui fait en sorte que, évidemment, c'est dangereux de faire des comparaisons anachroniques, mais on va avoir des étudiants qui appliquent sur des postes de professeurs adjoints qui ont un CV plus garni que ce qu'avaient des professeurs titulaires au moment de leur titularisation il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, il y a vraiment une croissance de la production et c'est intéressant de contraster ça avec Peter Higgs, qui est un physicien que vous connaissez peut-être, qui est l'inventeur du boson de Higgs, a gagné le prix Nobel en 2013. Peter Higgs a publié son dernier papier en 1979. Pourquoi? Parce qu'il considérait qu'il n'y avait plus rien à ajouter à son échafaudage théorique que publier davantage. Ça aurait été juste un peu de diluer ou de... il avait terminé, en fait, sa contribution à l'avancement des connaissances. Ce qui nous montre 2 choses. D'une part, on ne gagne pas le prix Nobel parce qu'on a publié 10 millions d'articles. Et d'autre part, il y a moyen d'être un membre de la communauté scientifique sans publier sans arrêt. Évidemment, le contexte de tout ça, c'est la croissance des évaluations basées sur le nombre de publications. Donc, historiquement, on allait évaluer les chercheurs et les chercheuses avec l'évaluation par les pairs. De plus en plus, et dans bon nombre de pays, c'est un peu moins le cas au Canada, mais dans bon nombre de pays, on va évaluer les chercheurs à partir du nombre d'articles qu'ils vont avoir publiés et du nombre de citations qui ont été reçues par ces articles-là. Dans certains pays, comme la Chine, on va donner des primes substantielles aux professeurs en fonction des cotes, ce qu'on appelle les facteurs d'impact, des revues où ils vont avoir publié. Et ces primes-là peuvent aller jusqu'à 150 000 US. Donc, vous publiez un article dans Science ou Nature, qui sont les grandes revues britanniques et américaines prestigieuses, et vous avez l'équivalent d'à peu près 2 à 3 fois le salaire annuel d'un professeur là-bas. Donc, c'est substantiel, évidemment. Ça met une grande pression vers la publication, vers l'anglais. Et le dernier élément dans tout ça, c'est évidemment la place que prend ces publications-là dans les classements d'université. Les classements d'université sont évidemment quelque chose qui, on peut les déplorer, mais qui sont très présents dans le paysage médiatique autour de nos institutions. Et au cœur de ces classements-là se trouvent essentiellement les nombres de publications en anglais qui sont écrits par les professeurs. Donc, évidemment, ça met une certaine pression vers la diffusion en anglais. Donc, vous vous doutez que l'écosystème et sa structure actuelle met certaines pressions vers la publication en anglais et non pas la publication dans d'autres langues. Il y a de plus en plus de revues savantes à l'échelle mondiale. Donc, ici, c'est simplement une petite donnée de contexte qui nous montre que les lieux de publication, il y en a de plus en plus. Et les nombres d'articles, il y en a de plus en plus à l'échelle mondiale. Donc,
Et là, ça c'est un peu une blague, mais je la trouve très drôle, donc je la répète souvent. Il s'est tellement écrit d'articles depuis le début de la pandémie que ça entre même pas dans un tableau Excel. Donc, vous voyez, j'ai dû les mettre à l'extérieur, badomtiche. Mais l'élément important à retenir ici, c'est que malgré le fait qu'on ait été en pandémie depuis, en gros, l'année 2020, on a réussi à ajouter 1,5 million d'articles de plus annuellement que ce qu'on avait réussi à publier en 2019. Donc, collectivement, le monde scientifique a publié 5 millions d'articles en 2019. En 2020, on en a publié 6,5. Donc, la pression sur la diffusion, elle est immense. C'est évidemment des effets sur l'évaluation par les pairs, mais ça veut dire aussi qu'en termes de volume, pour les lecteurs, c'est quand même assez substantiel. Vous vous doutez maintenant qu'il y a une part substantielle donc, de cette littérature-là qui a été publiée en anglais. Je veux simplement contraster ça avec une autre époque, qui est celle, bon, pas si lointaine, de notre collègue Albert Einstein, que vous connaissez sans doute, qui a commencé sa carrière en Europe, en Suisse puis en Allemagne. À cette époque-là, les chercheurs publiaient dans leur langue d'origine, publiaient dans la langue dans laquelle ils étaient formés, en général dans la langue de leur nation. Donc, les papiers importants d'Albert Einstein sur la relativité restreinte, relativité générale 1905, 1910, 1911, c'est des papiers qui étaient écrits en allemand. Et la pression pour les comprendre était du point de vue des lecteurs. Donc, vous voulez comprendre ce qu'il y a dans ce papier-là, bien, vous devez avoir une connaissance minimale de l'allemand. Donc, la pression n'était pas du point de vue de l'auteur qui se disait « je dois publier en anglais pour que tout le monde puisse me lire ». La pression était du point de vue du lecteur qui disait « je dois être un minimum multilingue pour être capable de comprendre ce qui se fait dans mon domaine parce qu'il y a un spectre de langue dans laquelle les chercheurs peuvent avoir publié ». Donc, Einstein publie en allemand. Et en fait, dans la décennie des années 10, il va avoir publié bien davantage d'articles en français que d'articles en allemand, en anglais. Pourquoi? Bien parce qu'il y avait une revue qui était éditée par une certaine Marie Curie qui s'appelait Les Annales de physique et du radium, dans laquelle Einstein voulait publier. Il y avait une communauté, il y avait une certaine forme de capital qui était associée à tout ça. Ce qui montre que la diffusion et la place des langues, ce n'est pas quelque chose qui est complètement neutre, c'est quelque chose qui est associé à une certaine géopolitique, à un certain prestige. Évidemment, à partir des années 30, Einstein s'en va en exil aux États-Unis à Princeton. Et on voit l'anglais qui prend une place de plus en plus grande. Et dans la dernière décennie, là, Einstein meurt en 55, donc il n'y a pas beaucoup d'articles écrits dans les années 40 et les années 50. Mais à peu près tout se fait en anglais et c'est un peu représentatif, si vous voulez, de la tendance globale qui émerge après la Deuxième Guerre mondiale, qui est le passage à l'anglais, particulièrement dans les domaines des sciences naturelles. Donc, si on revient sur notre histoire un peu de longue durée, ce que vous avez ici, c'est la création de nouvelles revues savantes, hein, qui sont donc l'organe principal de diffusion des connaissances en fonction de la langue. Dans les premières décennies des revues, donc au 17e, au 18e siècle, une part quand même substantielle de revues en français, un déclin quand même assez soutenu là, à partir du début du 20e siècle. L'allemand qui représente globalement à peu près 10% des nouvelles revues qui se créent. Le chinois, puis ça c'est quand même assez intéressant, on va revenir sur le cas chinois un peu plus tard, mais une certaine phase de nationalisation, si vous voulez, de création de revues, donc d'une part dans les années 50, mais surtout dans les années 80, où l'État chinois crée un certain nombre d'organes de diffusion et un déclin ensuite de telles revues. Et enfin, la part de l'anglais, qui est, on peut dire, dans une classe à part, et particulièrement à partir de la deuxième décennie des années 2000, là, où près de 70% des nouveaux lieux de diffusion des connaissances sont en anglais. Le Canada se distingue pas tant de la tendance globale. Historiquement, au Canada, on a créé bon nombre de revues que l'on appelle, qui sont des revues bilingues essentiellement. Les Canadian Journal of, revues canadiennes de, là, qui couvrent à peu près tous les domaines là, des sciences et des sciences sociales. Bon nombre de ces revues-là ont été créées dans les années 60-70 et à peu près pas au cours des dernières années. Donc, l'écosystème canadien de création de nouvelles revues a à peu près pas de nouvelles revues qui sont soit bilingues ou soit en français. La quasi-totalité des lieux de diffusion sont en anglais. Évidemment, avoir une revue bilingue, ça ne veut pas dire qu'on va attirer des manuscrits dans les deux langues. Et là, ici, vous avez 5 cas de figure qui couvrent, on peut dire, le spectre des possibles.
du maximum au minimum là, dans nos revues bilingues. Donc, on a la Revue canadienne de sciences politiques qui a réalisé au tournant des années 2000 qu'effectivement, il y avait un problème, qu'il n'y avait presque pas de manuscrits en français qui étaient publiés. Et là, il y a eu un effort conscient de la part de cette société savante pour effectivement augmenter la proportion, d'en faire réellement une revue bilingue. Et on est depuis quelques années, là, donc entre 35 et 40 de manuscrits en français, un réel forum d'échange multilingue à l'échelle canadienne. C'est un peu le contraire qui s'est produit pour la revue Dialogue, Canadian Philosophical Review, qui, elle, est en déclin, mais bon, dans l'ensemble, nous donne une proportion de français qui est dans l'ordre de grandeur de la place du français à l'échelle canadienne. Donc, c'est quand même pas trop mal. Maintenant, en bas de classement, 3 revues, le Canadian Historical Review, Revue canadienne de physique, puis Revue canadienne d'économique. Dans le cas du Canadian Historical Review, il faut voir que le paysage est un peu fragmenté en histoire, où il y a bon nombre de revues, comme la Revue d'histoire de l'Amérique française, qui couvre, si vous voulez, l'espace francophone, puis bon, le Canadian Historical Review, qui est peut-être un peu plus anglophone. Donc, il n'y a pas beaucoup d'articles en français là. Mais surtout, la physique et l'économie, qui sont des domaines qu'on peut qualifier d'internationalisés. Donc, ce sont des domaines qui s'insèrent dans une communauté, la plupart du temps, qui est internationale. En fait, pas la plupart du temps. Dans le cas de la physique, c'est assez clair. Les phénomènes physiques se comportent de la même façon à Montréal et à Tokyo. Et les gens, même s'ils sont dans 2 lieux différents, travaillent en général sur les mêmes problèmes et vont donc avoir besoin d'une langue commune aujourd'hui, qui est l'anglais. Mais évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on prend pour acquis dans tout ça, c'est que le poids du multilinguisme est sur les épaules des gens qui diffusent et non pas sur les épaules des gens qui sont les lecteurs. Dans le cas de l'économie, bien, évidemment, il y a une question, je pense, de capital scientifique internationalisé qui fait en sorte que on veut donc diffuser en anglais. Je vais revenir sur le cas de l'économie un peu plus tard. Ce qui fait en sorte qu'à l'échelle mondiale, et là, donc, on a des tendances qui sont basées sur les 6 millions d'articles que j'ai présentés un peu plus tôt. Il y a à peu près 85 de la littérature qui s'est publiée dans les dernières années qui est en anglais, avec une part relativement faible pour les autres langues. Évidemment, certains pays s'en sortent un peu mieux. Je vais mentionner un cas particulier qui est la petite couleur verte ici qu'on a, qui est le portugais, qui n'est pas tant dû au Portugal, mais surtout dû au Brésil. Le Brésil s'est doté de sa propre plateforme de diffusion de revues, plateforme qui est en portugais, mais surtout, on a décidé dans les critères d'évaluation des chercheurs et des chercheuses qu'un article en portugais dans la plateforme nationale avait la même valeur qu'un article en anglais publié dans une revue internationale. Donc, on devait cristalliser, si vous voulez, un indicateur de qualité ou de perception de qualité qui n'allait pas placer la langue nationale plus basse que ce qui était international. Et donc, ça fait en sorte que les membres de la communauté scientifique brésilienne ont tout intérêt à aller diffuser localement, qu'il n'y a pas de stigma qui est associé à la diffusion nationale des résultats de recherche. Le Québec, le Canada, bon, le Brésil sont dans des tendances différentes. Là où je veux en venir ici, c'est que tous les pays ne sont pas égaux quant à la place qui demeure, si vous voulez, pour la diffusion dans les langues qui ne sont pas l'anglais. Ici, ce que vous avez, c'est le résultat d'une étude internationale où on avait 7 pays européens et c'est vraiment basé sur, on peut dire, un échantillon, c'est même pas un échantillon, c'est la population de ce que les chercheurs dans ces universités-là écrivent dans les domaines des sciences sociales et humaines. Et donc, on a des pays, entre autres les pays scandinaves, puis les Flandres, donc la partie néerlandophone de la Belgique, où l'anglais occupe vraiment le haut du enfin, c'est la langue la plus utilisée, donc à plus de 75 plus de 80, presque 85 en Norvège. À l'opposé, les pays d'Europe de l'Est, donc la Tchéquie, la Pologne et la Slovénie, qui, eux, ont encore une place assez importante à la diffusion en langue nationale. Donc, il y a vraiment une grande hétérogénéité, si vous voulez, de situation, mais tout dépend essentiellement de ce que la communauté nationale va valoriser via ces mécanismes d'évaluation. Bon, je passe rapidement là-dessus pour conclure tranquillement sur la question du rôle des revues, puis pourquoi essentiellement on est passé à l'anglais. La revue a historiquement 5 rôles. Il y en a 3 pour lesquels la revue n'a plus le monopole. Donc, les revues ont été créées pour diffuser les résultats de la recherche. On peut dire qu'on pourrait les diffuser autrement, déposer ça sur les sites web institutionnels, etc. Ça diffuserait tout autant.
La revue gère l'évaluation par les pairs, mais dans les faits, elle ne la fait pas. Ce sont d'autres chercheurs, d'autres chercheuses qui font tout ça. Et l'archivage des connaissances peut se faire autrement, pourrait très bien se faire via encore là les dépôts institutionnels. Les deux fonctions pour lesquelles la revue, elle est encore cruciale. La première, c'est la fédération des communautés. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les sciences sociales et humaines. Vous publiez dans une revue X, c'est un peu implicitement l'acceptation que vous faites partie de cette communauté-là. En général, on va vous demander aussi d'évaluer des manuscrits. Vous allez aller à la conférence annuelle. Et dans les sciences sociales et humaines, souvent, les communautés sont nationales, sont associées à un objet qui est national et à une langue spécifique. Donc, si vous êtes chercheur en sciences de l'éducation, par exemple, en toute probabilité, vous allez être membre des sociétés québécoises dans ce domaine-là, où la langue commune va être le français et la diffusion des connaissances va se faire en français. Mais en parallèle avec ce rôle-là de fédération, il y a aussi un rôle crucial pour les revues qui est de faire une hiérarchie des découvertes. De plus en plus, la revue, c'est le vecteur par lequel le capital symbolique, le prestige, est associé. Donc, vous publiez dans une revue internationale, ça va être vecteur d'un capital scientifique plus important que si c'est dans une revue nationale. On peut le déplorer, puis c'est un peu ça que je fais, mais indépendamment de notre propre opinion là-dessus, c'est la réalité du système. En ce moment, le système donne plus de poids, les collègues donnent plus de poids à une diffusion internationale qu'à une diffusion nationale. Mais évidemment, dans ce contexte-là, toutes les revues et toutes les langues sont pas égales. Donc, si c'est une revue en français, ça va être un peu moins prestigieux. Le gros problème, c'est que la recherche qui est faite en sciences sociales humaines, elle n'est pas désincarnée d'un lieu. Elle s'insère dans une communauté et elle s'insère souvent dans les besoins que vont avoir une communauté. Et là, je vais donner un petit exemple, puis je vais revenir à l'économie. Disons que mon doyen me dit, Vincent, il faudrait que tu publies un peu en anglais. Là. Ce que tu publies, ce n'est pas assez visible. Là. Tu devrais essayer de publier un peu en anglais. Okay? Je vais arrêter de publier dans la revue canadienne. Je vais essayer de publier dans la revue américaine. N'oubliez pas, dans mon exemple fictif, là, je suis un chercheur en économie. Là, je soumets mon article à la revue américaine. La revue américaine a dit, ça ne nous intéresse pas tellement parce que c'est sur le Canada, donc tu devrais envoyer ça à la revue canadienne. Donc, je me dis, OK, si je veux publier dans la revue américaine, je dois donc travailler sur les États-Unis. Donc, plutôt que de travailler sur la Banque du Canada, je vais aller travailler sur la Réserve fédérale américaine parce que c'est ça qui va me permettre de publier dans une revue américaine. Mais vous comprenez l'effet structurel de ça? C'est qu'en me poussant à aller publier en anglais, ça va faire en sorte que je ne m'intéresserai plus à ce qui est autour de moi. Je ne m'intéresserai plus au lieu au sein duquel mon université s'inscrit, mais plutôt aller m'intéresser à d'autres communautés à l'international. A priori, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais il faut voir que ça crée structurellement les conditions pour qu'on en sache moins sur la communauté dans laquelle on s'insère. Puis, bon, avouons-le, les universités, c'est des institutions publiques qui sont financées par le grand public. Bien, on a quand même une certaine responsabilité à s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Et tout ça s'illustre aussi dans les données, puis je m'arrête après ça. Quand les chercheurs québécois publient dans des revues canadiennes, bien, à 36 % ça parle du Canada ou du Québec. Quand ils publient dans des revues américaines, c'est à 15 % sur ces mêmes sujets-là. C'est la même chose pour des auteurs français, puis c'est la même chose pour des auteurs allemands. Donc, il y a une importance capitale à aller diffuser dans nos organes nationaux, dans la langue nationale, parce que, bon, ça permet un usage par les différentes communautés dans lesquelles on s'insère. Écoutez, je m'arrête ici. Au plaisir de continuer la discussion. Puis, je cède la parole à Julie. Merci beaucoup, Vincent. C'était très inspirant comme première présentation. On aura la chance d'en parler davantage. J'ai déjà certaines questions là, qui vous sont posées. Donc, je laisse la parole à Julie et aussi par la suite à Ecleva. Bon, je vais essayer de... Bonjour. C'est comment tu m'avais dit encore pour mettre C'est dans le bas, à droite, juste à gauche du 71 %, si on peut dire. Là, il y a comme un 71 %. Je ne sais pas si c'est mon curseur qui est là. Juste un peu plus bas, il y a comme vraiment le menu du bas complètement. Là. Il y a comme un curseur marqué 71 % plus moins. Juste à gauche du moins, il y a comme un petit logo. Parce que je pense que je ne le vois pas complètement. Ah. Sinon, ce n'est pas grave. On peut faire ça, on voit bien. Moi, ça me va. Je suis vraiment désolée. Là. Après toutes ces années de COVID, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Donc, vraiment désolée. Tu viens-tu m'aider? Oui, il y a quelqu'un qui vient m'aider.
Voilà, merci, merci, merci Nicole. Donc, moi, je vais changer un peu le propos, mais pour amener et raviver aussi la discussion. En fait, quand j'ai lu le beau rapport, en fait, du CAPRES, qui était Amélioration et valorisation du français en enseignement supérieur, que vous voyez en haut la référence. Si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande certainement d'aller faire un tour. Là, il y a vraiment des informations intéressantes. Puis il y a des données qui sont vraiment déconcertantes. Comme par exemple, on voit, c'est des données qui avaient été amenées par Roy en 2021 qui montraient qu'il y a une tendance, vous pouvez voir, ce sont le nombre le pourcentage en fait de doctorats et de maîtrise qui sont écrits en français dans les universités francophones du Québec. Donc, les universités anglophones sont exclues, puis on peut voir qu'il y a une tendance très marquée, surtout au niveau du doctorat, pour avoir une augmentation du pourcentage du nombre de doctorats qui sont écrits en anglais. On estime que dans les universités francophones du Québec, plus de 20% des doctorants et des doctorantes écrivent leur thèse en anglais. Donc, évidemment, on voudrait certainement lier la présentation de Vincent avec ce fait-là. Mais je voulais aussi ramener dans la discussion un autre point de réflexion. Je crois que les universités québécoises francophones vont devoir s'attarder. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une internationalisation des cycles supérieurs de façon très, très généralisée, en fait, au Québec, mais pas juste au Québec. Ici, vous avez des données, par exemple, du nombre d'étudiants internationaux qui sont inscrits dans un programme régulier au 2e cycle et au 3e cycle à l'Université de Montréal depuis 2014. Je vous présente juste le nombre d'inscrits dans les cohortes de l'automne. Puis on peut voir vraiment, tant au niveau de la maîtrise que du doctorat, qu'il y a des augmentations à chaque année du nombre d'étudiants internationaux qui se joignent à l'Université de Montréal. On est très fiers de ça, mais vous pouvez voir que les augmentations annuelles sont entre 5 et 12 à chaque année. C'est une augmentation nette du nombre de nos étudiants internationaux, puis il faut tenir en compte aussi que cette augmentation-là n'est pas égale dans tous les pays du monde. Par exemple, si on regarde pour l'Université de Montréal, il y a une très nette augmentation pour le nombre des étudiants provenant de l'Amérique, Amérique du Nord, donc États-Unis, Amérique centrale, Amérique du Sud, de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Puis on estime, on a de la difficulté encore à avoir des chiffres exacts sur le nombre d'étudiants non francophones qui s'inscrivent au cycle supérieur à l'Université de Montréal parce qu'on leur demande bien évidemment à l'admission d'évaluer leurs compétences en français. Cela dit, Etleva pourra commenter là-dessus. Un étudiant qui évalue lui-même lors de l'admission ses compétences en français tend fortement à évaluer ses compétences en français lorsqu'il est en demande d'admission. Mais on a fait quand même une étude pour voir les étudiants qui ne rapportent pas le français comme langue maternelle ou d'usage à la maison. Puis on estime que, en fait, il y a environ 18% des étudiants à l'Université de Montréal au cycle supérieur qui ne rapportent pas le français comme langue maternelle et d'usage à la maison. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas français, mais ça veut dire que ce n'est pas leur langue principale de fonctionnement. On a remarqué aussi depuis un certain temps, que ce n'est pas juste à l'Université de Montréal, je crois que c'est une tendance intéressante et importante à travers le Québec. Il y a plusieurs programmes au cycle supérieur qui, dans cet effort d'internationalisation et parce qu'ils sont une université francophone, n'ont pas nécessairement d'exigence à l'admission sur les compétences en français. Donc, et certains programmes vont jusqu'à diminuer les exigences de cours afin de pouvoir élargir, en fait, leur bassin de recrutement à des étudiants et des étudiantes qui ne maîtrisent pas le français au cycle supérieur. Ce qui est très
correct et bien. Cela dit, ça amène, si on s'en occupe pas bien, certains problèmes, comme on pourrait penser qu'il y a des augmentations de l'utilisation de l'anglais comme langue d'usage dans certains laboratoires ou centres de recherche, puisqu'au départ, les étudiants ne parlent pas français. Puis en fait, on doit se rendre à l'évidence qu'il est possible de terminer des études supérieures dans un programme régulier d'université francophone au Québec sans parler ou même bien comprendre le français. Donc, moi, mon message, c'était un peu un message, c'est un message d'introduction. Là, vous allez voir, je ne parle pas longtemps parce que je voulais donner la place à Etleva qui, elle, va nous parler des solutions. Mais je crois que les universités doivent vraiment réfléchir également aux solutions. C'est-à-dire qu'on veut évidemment avoir un bassin de plus en plus riche de gens qui viennent de l'international, mais on ne peut pas d'un côté accueillir tous ces nouveaux arrivants sans vouloir les accompagner également dans leur apprentissage du français. Donc, je termine là-dessus pour faire la place à Etleva. Donc, les solutions qui sont à privilégier, sur lesquelles d'ailleurs on travaille beaucoup avec Etleva à réfléchir sur le français aux études supérieures, puis à développer et des critères au niveau de l'admission de nos étudiants au cycle supérieur, mais également à développer des outils pour accompagner nos étudiants au cycle supérieur. Et dans les solutions à privilégier, évidemment, valoriser l'apprentissage de la maîtrise du français au cycle supérieur, malgré le fait, comme le disait facilement la présentation d'avant, malgré le fait que les publications sont souvent en anglais, mais il faut valoriser, je pense, l'acquisition d'une seconde, même d'une troisième langue au cycle supérieur. Il faut encourager aussi et avoir des outils qui permettent aux étudiants, aux étudiantes au cycle supérieur d'évaluer leurs compétences en français, même dans les programmes qui n'ont pas d'exigence à l'admission, afin qu'ils puissent évaluer tant la compréhension que la production à l'oral et à l'écrit, ce qui donne un outil par la suite à l'étudiant pour pouvoir aller chercher les ressources dont il a besoin pour aller vers de meilleures compétences en français. Puis évidemment, ce sera le sujet d'Etleva. Il faut évidemment accompagner les étudiants et les étudiantes non francophones au cycle supérieur afin de développer leurs compétences en anglais, que ce soit en offrant une offre flexible de cours crédités ou non crédités de français langue seconde, que ce soit des cours autoportants, des horaires en soirée, les fins de semaine, etc., de faire des ateliers sur le français, des ateliers de conversation. Et Etleva, je crois, va nous parler de deux programmes dont nous sommes bien fiers, le programme de jumelage et le programme intensif de francisation universitaire à l'Université de Montréal. Donc, Etleva, je te donne la parole. Merci beaucoup, Julie. J'essaie d'arrêter. Je suis désolée de mon... Pourtant, c'était pratiqué, voilà. Donc, comme Julie vient de le présenter, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, ça va bien, on le voit bien, Etleva. Merci. Super. Donc, l'importance de la langue française à l'Université de Montréal est bien connue, mais je ne m'arrêterai pas de la présentation à toutes les initiatives que l'université a mises en place afin de faire surgir la vitalité de la langue française à l'université. Je suis persuadée que plusieurs des personnes qui participent à ce webinaire ont dû soit assister, soit participer à ces multiples activités. Mais je vais m'arrêter sur une série d'actions structurantes que l'université a mis en place afin d'élargir les possibilités d'acquisition des compétences en français qui visent d'un côté de faciliter l'admission des étudiants non francophones, donc en diminuant les barrières d'accès aux études,
Mais parallèlement à ça, en adaptant, en enrichissant l'offre de services afin de faire en sorte que les personnes développent en continu les compétences en français, la maîtrise de la langue, en fonction de leur profil et de leurs besoins qui évoluent tout au cours des études. Dans notre cas, des études supérieures. Pour plus de détails sur les initiatives que l'université veut mettre de l'avant, vous pouvez vous référer au plan stratégique qui est en cours depuis 2019. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter, comme disait Julie, sur 2 programmes. Le programme de jumelage linguistique. Et je vous invite à faire un petit rappel à ces données statistiques que Julie vient de présenter. Donc, le programme de jumelage existe depuis 2017. Depuis qu'on voyait qu'il y avait une augmentation de plus en plus grande du nombre d'étudiants non francophones au cycle supérieur à l'université, justement dans des programmes très particuliers qui n'ont pas de scolarité obligatoire en français. Donc des étudiantes et étudiants-chercheurs qui travaillent sur des sujets de pointe, très généralement dans des laboratoires de recherche, et par le fait même qu'ils vivent des fois d'un fait d'isolement, qui n'ont pas trop de contact avec la communauté universitaire et d'autres problématiques de ce genre. L'objectif du programme de jumelage, c'était d'amener ces personnes à fonctionner le plus possible en français dans la vie de tous les jours à l'université, d'être capable d'aller à la bibliothèque, interagir à la cafétéria, régler des problèmes administratifs avec les techniciens dans l'administration. Donc, une vie universitaire en français et de pouvoir parler, ne serait-ce minimalement, de leur recherche. L'objectif, c'est pas d'amener les personnes à l'oral à faire la soutenance de thèse en français, mais de pouvoir partager avec les autres membres et personnels qui travaillent dans les laboratoires, dans la langue, qui est la langue commune à l'Université de Montréal, qui est le français. Quand on parle de jumelage, ça consiste en quoi? C'est vraiment des rencontres individuelles entre des étudiantes et étudiants-chercheurs non francophones qui sont jumelés avec des étudiantes et étudiants francophones au cycle supérieur, mais dans des domaines en lien avec la langue, que ce soit linguistique, traduction, littérature française, didactique des langues. Les rencontres se déroulent dans les lieux mêmes de travail ou d'études des étudiants-chercheurs. Donc, des étudiants francophones se déplaçaient avant la COVID. Maintenant, les rencontres au cours des 2 dernières années se sont déroulées en ligne. Et il y avait des rencontres hebdomadaires de 2 heures. Ce n'est pas des rencontres juste de conversation. C'est vraiment un apprentissage formel avec des objectifs déterminés au début de chaque session. Il y a une évaluation initiale de la part de la coordonnatrice des compétences à l'oral, tant à la compréhension que la production. Et pendant ces 40 heures d'enseignement, donc au cours de 2 sessions automne et hiver, il y a 2 moments clés d'évaluation des compétences, à la fin du mois de décembre et une autre à la fin du mois d'avril. On s'est rendu compte au cours des années que les étudiants demandaient de plus en plus d'autres occasions pour continuer à pratiquer la langue et pas uniquement à l'intérieur des murs des universités. Donc, de connaître un peu plus la vie en français à Montréal, de sortir du laboratoire comme tel. Et il y a de plus en plus d'activités socioculturelles qui sont offertes en collaboration avec des institutions culturelles à Montréal. Tout au long de l'année, mais en particulier pendant l'été. Et bien sûr, on organise au cours de l'année des 5 à 7 de vulgarisation scientifique, des rencontres de l'ensemble des participants, tant des mentors que des mentorés, afin de donner d'autres occasions d'utilisation de la langue au-delà de ces rencontres, de ces binômes mentor-mentoré. Une chose qui est importante à souligner, c'est que les étudiants mentors qui accompagnent les étudiants non francophones, pour la plupart, il y en a qui sont issus eux aussi de l'immigration et qui n'avaient pas le français au début comme langue maternelle non plus. Donc, étant passés par un processus de francisation, ils sont plus à même de comprendre la situation dans laquelle les étudiants non francophones se trouvent en arrivant à Montréal et de mieux les suivre.
Au début, quand le programme a été mis en place, des méthodes d'apprentissage développées sur des réalités québécoises comme par ici étaient utilisées, mais on s'est rendu compte que ce n'étaient pas des méthodes qui étaient adaptées pour répondre à des réalités d'un établissement d'enseignement supérieur francophone comme l'Université de Montréal. Et c'est pour cette raison qu'avec le soutien du gouvernement du Québec, le bureau a développé Francium, une banque de séquences didactiques, donc tant d'activités, de cahiers d'activités de l'apprenant que de guides pédagogiques, développés en se basant sur des supports authentiques de la vie réelle à l'université. Francium, il se peut que parmi vous, vous avez assisté à des présentations que le bureau a fait de cette banque d'activités. C'est pour l'instant 70 séquences pédagogiques, soit une centaine d'heures d'activités, divisées en 2 modules. Le premier module qui vise à développer des compétences pour interagir au quotidien de l'université et l'autre parler de ses recherches et permet aux personnes de suivre des activités qui vont du niveau 1 jusqu'au niveau B1 du cadre commun, soit du niveau 1 jusqu'à niveau 6 de l'échelle québécoise. Les activités sont toutes calibrées en fonction des cadres de référence. En chiffres, si je peux me permettre, donc de vous donner une idée de l'évolution des cohortes qui sont passées par le programme de jumelage. Il y avait au début une vingtaine d'étudiants mentorés. Donc, en 2019-2020, on a passé le cap de 30 étudiants. Pour arriver au cours de l'année dernière, la demande a été beaucoup plus forte et on avait quasiment une soixantaine d'étudiants non francophones qui ont participé au programme. Ce qu'on a mis en place pour les étudiants qui ont un niveau de compétence proche du B1, c'est de mettre en place des diades, question de favoriser un peu plus le socioconstructivisme, donc d'apprendre la langue par des interactions avec d'autres personnes qui sont dans le même processus que nous. Et les étudiants aimaient beaucoup ça. Nous sommes très fiers de voir l'évolution des compétences, donc je vous donne seulement un aperçu de la dernière cohorte, mais on remarque la tendance à la fin de chaque année de programme. C'est à peu près le même panorama qu'on remarque, en particulier à l'oral, tant compréhension comme production. Donc, vous voyez le déplacement du niveau de compétence vers les niveaux, vers la fin du stade débutant, début du stade intermédiaire. Lors des rencontres faites avec des étudiants qui sont passés, il nous a été demandé de plus en plus d'envisager d'autres situations que l'interaction quotidienne au sein de l'université. Et au fur et à mesure que les étudiantes et étudiants développent une aisance et une assurance du point de vue linguistique comme tel, ils envisagent de relever d'autres défis et aimeraient être outillés pour pouvoir même travailler en français. Aussi bien pendant leurs études et même à développer le niveau de compétences au moins jusqu'à niveau B2, début C1, pour pouvoir envisager une carrière future de chercheur en français. Donc, le passage à l'Université de Montréal, pour eux, c'est une étape cruciale, pas juste pour le développement des compétences professionnelles comme telles, mais en termes de langue, qui leur ouvre, ils jugent qu'il leur ouvre des portes à une carrière internationale, même dans la francophonie, ce qu'ils n'avaient pas envisagé au début. Je n'insisterai pas trop sur l'impact du programme sur les mentors, donc les compétences qu'ils développent, mais c'est tout aussi important parce que pour la plupart, c'est des étudiants à la maîtrise et au doctorat et qui travaillent plus qu'une année dans le cadre de ce programme-là, ce qui vient à soutenir leur effort également. Un autre programme duquel nous sommes particulièrement fiers, c'est le programme intensif de francisation universitaire, ou le fameux PIFU, comme on l'appelle. Un programme qui se veut, qui vise à donner un soutien aux étudiantes qui n'ont pas le niveau qu'il faut pour débuter des études universitaires, donc pour être admis dans des programmes, la majorité des programmes qui exigent un niveau B2 en français. Donc, pour ces étudiants-là,
qui ont un niveau B1, une attestation du niveau est exigée au tout début, nous avons mis en place une formation intensive de 4 mois, pendant laquelle la personne se familiarise avec la langue, avec la méthodologie universitaire, la culture québécoise et montréalaise, et qui permet, une fois avec une réussite du programme, il permet une admission directe dans le programme d'études pour lequel les étudiants ont postulé. Le contenu du programme et le matériel didactique qui est présenté, qui est utilisé, a été développé par l'Université de Montréal. Donc, tout le paquet est une création propre. Donc, il s'articule autour de 5 modules. Vivre à l'université, vivre à Montréal et au Québec, les enjeux de société, le français au travail et à l'université et de réussir ses études universitaires. Un projet personnel est présenté à la fin du programme par les étudiants et l'ensemble des activités qui sont axées sur la collaboration et l'interactivité visent à bien structurer phrases, discours et amener la personne à recourir à un vocabulaire juste, varié et précis, donc tout en ayant bien sûr une intonation claire et en respectant les règles d'orthographe et de grammaire. Le programme est offert à 2 moments différents au cours de l'année. Donc, on l'offre au printemps pour les étudiants qui veulent commencer le programme d'études à l'automne, fin ou début septembre, ou à l'automne pour des étudiants qui voudraient intégrer leur programme d'études en janvier. Donc, le programme continue depuis 2020. Nous sommes entièrement en ligne pour l'instant, compte tenu de la situation pandémique, mais on aimerait beaucoup pouvoir avoir, ne serait-ce juste avant un petit mois, pour avoir une immersion réelle dans le campus et dans la ville. Pour répondre à tous ces besoins des étudiants qui nous sont présentés et pouvoir aller au-delà du niveau B2, depuis l'année dernière, le Bureau de valorisation a entrepris les travaux pour enrichir Francium, donc cette phase 2, et ne pas se limiter seulement à une interaction ou à une vulgarisation des recherches, mais de pouvoir amener les personnes à réaliser des études ou à travailler en français dans un établissement d'enseignement supérieur comme c'est l'Université de Montréal. Donc, d'occuper même un emploi, ça peut être utile aussi bien pour des personnes qui viennent travailler comme professeurs à l'université et pas juste un niveau B1 ou B2, mais notre souhait, c'est que les personnes trouvent des activités de niveau C1 qui répondent vraiment aux défis qu'ils vont trouver au quotidien à l'université. Cléva, pardon, oui. Je suis désolée d'interrompre. Juste, je vous inviterai à conclure peut-être en 1 minute. J'ai pas mal fini. Ah, bon, ben, parfait, merci. Donc, je voulais tout simplement remercier la plupart des cégeps et universités que nous avons contactés pour avoir des supports authentiques et que nous utilisons. Les premiers modules seront en ligne dès cet été, avant le mois de septembre. Merci. Merci, Etleva. Donc, on était dû pour... Le timing était bon. Donc, merci pour cette présentation conjointe Julie et Etleva. C'était très intéressant. J'invite les participantes à poser leurs questions dans l'outil questions-réponses. Et avant de passer à la période de questions, mais je vais céder la parole à Larsen qui va conclure ce panel de discussion. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être ici aujourd'hui avec vous. Mes collègues ont parlé des cours de français oral, de jumelage. C'est des projets qu'on a aussi au sein de l'Université du Québec à Montréal. Mais moi, je vais consacrer ma présentation surtout à l'aspect écrit, parce que pour les étudiants de 2e et 3e cycle, l'enjeu principal, c'est la maîtrise de l'écrit. Bien que l'oral, la phonétique dans les cours qu'on offre à l'UQAM demeure évidemment centraux dans les programmes, dans les 2 certificats qu'on offre, mais je vais me concentrer beaucoup plus sur la maîtrise de l'écrit qui représente un enjeu majeur. Et on voit les étudiants qui fréquentent les programmes, qui viennent pour la première fois,
chercher de l'aide, pas seulement en s'inscrivant au certificat, mais aussi au centre d'aide en langue française, qui offre le service d'aide aux étudiants de tous les cycles à l'UQAM. On voit combien ils sont désarmés. Quand ils viennent dans ce centre, ils peuvent recevoir de l'aide pour leurs travaux, que ce soit leur mémoire, que ce soit un article, quel que soit le travail, ils reçoivent de l'aide. Mais évidemment, moi, comme je l'ai dit, je me concentre sur cet aspect-là et je vais surtout exploiter les comparaisons qui ont été faites dans la littérature didactique entre les scripteurs experts et les scripteurs novices. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est les gens qui ont l'habitude d'écrire, qui ont une certaine expérience à l'écrit et ceux qui ne l'ont pas. Et je passe par ce prisme ou par ce filtre pour montrer justement les bonnes pratiques à suivre. Et je pourrais, à la lumière de tout ça, faire le lien avec les cours qu'on offre à l'école de langue à l'UQAM. Donc, j'essaie de faire baisser mon... Voilà, donc le plan de ma présentation, je vais pas aller dans les éléments trop théoriques, mais je vais quand même faire parfois des clins d'œil à des éléments qui peuvent nous éclairer. Je vais commencer par une brève présentation des modèles d'écriture. Qu'est-ce qu'on veut dire par les modèles d'écriture? C'est-à-dire les théories qui nous décrivent en quoi consiste l'écrit. On fait quoi quand on écrit? Et c'est très intéressant dans nos cours et que nos enseignants soient conscients de ce processus d'écriture parce qu'il peut pas seulement amener les étudiants à maîtriser la langue, mais à maîtriser les outils rhétoriques, à savoir comment écrire, à avoir un œil sur les processus, sur les procédures. Parce qu'il ne suffit pas d'apprendre, par exemple, comment faire une phrase en français pour bien écrire. Il ne suffit pas non plus d'être bon dans l'écriture, la rédaction d'un texte de 2 pages pour être bon à l'écrit. Certains didacticiens parlent même de 2 genres différents. D'ailleurs, on le remarque, les étudiants qui sont très bons à l'écrit, mais qui sont juste capables d'écrire 2 pages, mais quand on leur demande d'écrire 15 pages, 40 pages, ça devient une autre problématique et on voit combien ils sont désarmés. Le deuxième point par lequel je vais passer pour faire justement la mise en relief des bonnes pratiques, c'est la comparaison entre comment écrivent les gens qui ont de l'expérience et comment écrivent les gens qui ont moins d'expérience. Et je finirai par un exemple justement de l'usage que font les non-experts des dictionnaires versus les gens qui sont expérimentés. Et quand je dis experts, ça ne veut pas dire évidemment des gens qui ont fait des études de doctorat à l'écrit. Je parle d'experts, c'est-à-dire les gens qui ont l'habitude d'écrire. Ça peut être des profs, des chercheurs, des journalistes, mais aussi des étudiants. On peut même parler d'experts, des élèves au secondaire qui écrivent beaucoup, qui ont l'habitude d'écrire, qui ont développé une certaine expertise. Donc, je vais passer au deuxième, évidemment à la troisième section de ma présentation avant de passer au modèle de processus d'écriture pour juste soulever deux problématiques en lien avec la maîtrise de l'écrit. La première problématique, c'est la question des représentations des apprenants. C'est-à-dire, c'est pas juste une question d'apprendre à écrire, c'est aussi tout le bagage que l'apprenant, l'étudiant, apporte avec lui quand il vient dans nos cours. Donc, il faut essayer de défaire ce bagage, c'est-à-dire le milieu social, le rapport à l'écrit. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'écrire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de lire? Donc, ces représentations culturelles jouent un rôle dans notre rapport à l'écrit. Et comme enseignant, il ne faut pas oublier cet élément-là. Il ne faut pas traiter les étudiants comme s'ils sont égaux face à l'écrit. Et dans les cours qu'on offre à l'UQAM, justement, on a une diversité de populations. On a des gens qui viennent d'Amérique latine, qui viennent de l'Asie, qui viennent de l'Europe, de l'Afrique. Chacun de nos étudiants apporte avec lui un regard différent sur l'écrit. Et donc, dans les cours, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Il y a aussi un autre élément qu'on retrouve aussi qui est soulevé par les didacticiens, c'est les pratiques enseignantes. Et là, je vais soulever une certaine forme d'enseignement de l'écrit un peu traditionnaliste. On voit parfois dans certains cours de français, et évidemment, comme enseignant de français, on doit faire cette critique, c'est qu'il y a une forme d'enseignement très traditionnel qui est axé sur les aspects linguistiques, et c'est comme si c'était lancé, comme si les enseignants attendent qu'il y ait un transfert spontané automatique vers les textes,
ce qui n'est pas vrai. Et d'ailleurs, on remarque parfois dans certaines institutions, on enseigne l'écrit. En fait, quand on regarde concrètement, qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne la grammaire. Et comme si on demandait aux étudiants par eux-mêmes d'apprendre à écrire. On vous enseigne la grammaire, allez passer au texte, ce qui est évidemment impossible. Donc, je voulais faire ce clin d'œil et donc ces clarifications, justement, les modèles qui ont été élaborés en didactique, mais aussi dans d'autres domaines de la linguistique ou en sciences cognitives, nous éclairent sur ce que c'est qu'écrire. Et je pense que c'est un élément qui est important autant pour l'enseignant que pour l'apprenant. Comme enseignant, si je porte une attention au processus de rédaction, je peux donner un bon enseignement. Et comme apprenant aussi, comme étudiant, quand je connais ce processus, je peux planifier ma rédaction. Et d'ailleurs, on remarque parfois, vous serez d'accord avec moi, des étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui commencent par lire beaucoup d'articles, ils passent 1 an, 2 ans à lire, et après, ils se disent, je vais commencer à écrire. Évidemment, ils se trouvent devant un obstacle immense parce qu'ils ne peuvent pas évidemment, à partir de ce qu'ils ont lu, commencent à écrire comme ça de façon spontanée. Donc, ce que je veux dire par cet exemple, c'est que la maîtrise du processus de rédaction est très important, quel que soit le niveau. Et évidemment, je ne parle pas seulement des étudiants au 2e, au 3e cycle, mais je parle aussi des étudiants au 1er cycle, au cégep. Donc, un peu rapidement, le processus de rédaction, quand on a étudié comment les experts écrivent, on a trouvé qu'il y a en fait 3 étapes essentielles. Il y a l'étape de la planification, je ne vais pas entrer dans les sous-processus de la planification. Il y a la mise en texte qui consiste à mettre en phrase les idées qu'on a eues pendant le moment de la planification. Il y a la révision et la réécriture. Avant de passer au détail de la comparaison, j'aimerais quand même souligner un élément très important concernant la réécriture. Ce qu'on constate chez les non-experts, c'est-à-dire les étudiants qui n'ont pas d'expérience, c'est que pour eux, la réécriture n'est pas très importante. Au mieux, la réécriture pour eux, c'est la correction de quelques erreurs orthographiques. Alors que la réécriture, chez les experts, c'est en fait vraiment une refonte de nos textes. C'est un moment où je prends, en tant que scripteur, le rôle autant de celui qui écrit et celui qui lit. Je me projette dans l'esprit de celui qui va lire mon texte pour voir est-ce que mon texte me permet d'atteindre mes objectifs pragmatiques. Et dans les cours que je donne, qui sont axés sur l'écrit, l'un des cours que je donne justement porte le titre de produire des discours écrits dans le contexte universitaire. C'est un cours qui s'adresse spécifiquement aux étudiants qui désirent se perfectionner à l'écrit pour intégrer les formations universitaires. Ce qu'on fait dans ces cours, c'est que la rédaction, la production de textes se fait toujours en 2 moments. C'est-à-dire que les étudiants sont appelés à produire une première version qui est corrigée, annotée, et puis à reproduire le même modèle ou le même texte, mais en le réécrivant, l'améliorant, en l'affinant, etc. Donc, pour dire que la réécriture est une activité cruciale qu'il faut pas négliger. Donc, quand on compare en fait les experts et les non-experts ou les novices, ce qu'on constate, c'est que, évidemment, comme vous le voyez, chez les experts, il y a une aisance, une facilité à écrire, et chez les non-experts, c'est difficile. Cette opposition nourrit une certaine idéologie qui est dangereuse et qu'on retrouve chez certains étudiants. C'est que l'écriture et l'écrit est un don. C'est-à-dire, si moi, je sais écrire, je le sais. Si vous ne savez pas écrire, vous ne saurez jamais le faire. Et ça, c'est très dangereux. Et la didactique de l'écrit travaille justement à défaire ces mythes, à démystifier ces mythes. Et toute la littérature qui a été publiée sur les approches génétiques, qui ont consisté à analyser les textes d'écrivains, démontre justement que les écrivains, les auteurs, les professionnels, les grands écrivains de la littérature française n'ont jamais écrit leur texte d'un seul jet. Peut-être qu'il y a des exceptions, mais généralement, l'écriture d'un texte se fait avec un travail fait, refait, et avec évidemment des outils comme les dictionnaires ou autres. Juste pour résumer ce point, c'est que l'écriture, c'est une activité qui s'apprend, qui s'acquiert, mais aussi qui s'enseigne.
Donc, j'aimerais insister sur ces 3 points parce que même aussi en tant qu'enseignant, parfois, et je le vois avec mes enfants, j'ai des enfants secondaires à qui on demande d'écrire des textes, mais sans leur montrer comment écrire ces textes. Et je pense que le même problème se pose à l'université et se pose plus avec les étudiants dans les cycles supérieurs. On leur demande d'écrire des articles, d'écrire des thèses, d'écrire des mémoires, mais vous devez l'apprendre sur le tas. Et je trouve ça problématique et désarmant pour évidemment ceux qui n'arrivent pas à développer spontanément ces compétences. Et dans le cours que j'ai cité tout à l'heure, FLE 0021, je travaille avec des étudiants de la maîtrise, des étudiants au doctorat, et parfois je vois l'étonnement en disant « Ah oui, on peut faire ça, on peut apprendre ça, j'ai appris à comment rédiger une introduction, j'ai jamais réussi à produire une introduction, j'ai jamais su comment commencer une introduction, j'écris 3 lignes, 4 lignes, après j'efface, après je supprime. » Alors, il y a des stratégies et on voit l'étonnement des étudiants quand ils apprennent en fait qu'il y a des stratégies qui s'enseignent, qui s'apprennent, qui se développent. Donc, si vous regardez bien dans le tableau, l'opposition entre les experts et les non-experts, je ne vais pas aller dans le détail. Évidemment, les diapositives, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vont être disponibles. Je laisserai les personnes qui sont là, qui sont présentes aujourd'hui, pour voir en détail le tableau. Mais j'aimerais insister sur 2 éléments essentiels. Ce qu'on constate chez les non-experts, c'est que la planification est quasiment absente. C'est-à-dire, ils ne planifient pas leur texte. Ils ne planifient pas la production de textes. C'est ce que les chercheurs appellent la stratégie ou les stratégies des connaissances rapportées ou les connaissances racontées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui ne sont pas des experts, ce qu'ils font, ils sont devant leur clavier ou avec leur crayon à la main, ils commencent à écrire sans plan. Parce que, et je vais faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils ont une représentation sur l'écrit. Quand ils voient les textes dans les journaux, les articles dans les journaux, ils pensent que les auteurs de ces textes, en fait, ils se sont mis devant leur ordinateur, ils ont commencé à écrire de leur tête et magiquement, de façon miraculeuse, on aboutit à un texte bien structuré, bien coordonné, cohérent, etc. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Dans la réalité, vous l'admettrez avec moi, personne n'écrit de cette façon, sauf si on écrit dans notre journal intime, ou si on écrit des poèmes, ou si on écrit de petits textes, on va exprimer nos sentiments. Mais si on veut écrire un texte scientifique, un article, ou un texte de réflexion, évidemment, les choses ne se font pas de cette façon. Par opposition aux non-experts, les gens qui ont de l'expérience à l'écrire ou qui ont appris à écrire, parce que expert, ça veut dire aussi quelqu'un qui a appris dans un cours comment écrire. Ce sont des gens, des apprenants qui passent beaucoup de temps à planifier. Et je le vois dans mes cours parfois quand on a étudié, parce que je donne tout un module sur la planification. Et les étudiants, au début, ils paniquent quand on donne le cours. Ils voient qu'ils passent 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et 20, 1 heure et demie à planifier. Ils disent, Lahsen, je ne vais pas finir. Et ce dont ils se rendent compte, à la fin, c'est quand ils planifient comme il faut leur texte, ils arrivent à mettre en texte facilement leur production. Ils arrivent à écrire beaucoup plus facilement. Et ça nécessite moins de révision aussi à la fin. Alors que les non-experts, eux, ce qu'ils font, ils écrivent au fur et à mesure les idées qui leur viennent en tête. Et puis, à la fin, on arrive à un texte qui est moins cohérent. On arrive aussi à un texte qui peut être plein d'erreurs parce qu'ils font plusieurs choses à la fois. Ils cherchent les idées, ils cherchent les mots, ils cherchent la structure syntaxique et on arrive à une surcharge cognitive et le produit final, le produit textuel, évidemment, est de moindre qualité ou sinon il peut être médiocre. Et ce que je fais, par exemple, dans les cours que je donne à l'écrit, je donne 2 cours qui sont axés sur l'écrit, mes collègues en donnent d'autres, justement un cours sur le résumé, le compte rendu, et qui insiste beaucoup sur le processus d'écriture. Et on essaye de reprendre avec nos étudiants les stratégies d'experts et de faire d'eux des experts de la rédaction de tel ou tel genre de texte. Donc, en résumé, je pense que dans nos cours, on peut enseigner
la langue, on peut enseigner la grammaire, on peut enseigner les composantes linguistiques, mais il est très important, il est primordial d'insister aussi sur des opérations de haut niveau. C'est ce que les didacticiens, mais aussi des chercheurs dans d'autres disciplines qui étudient comment le fonctionnement de notre esprit, notre façon d'écrire, ce qu'on appelle des opérations de haut niveau, et non pas seulement la grammaire, le lexique. Bien que la grammaire, le lexique demeure important, je ne dis pas le contraire, il ne faudrait pas comprendre que je dis que l'enseignement de la grammaire ou du lexique n'est pas important. Donc, pour prendre un exemple ici, j'en ai profité. Larcène, pardon oui. de vous interrompre. Je vous inviterai aussi à conclure peut-être dans la prochaine minute pour qu'on ait une période de questions de quand même 15 minutes, 15-20 minutes, idéalement. Donc, ça passe vite, je sais. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas senti le temps passer. Donc, voilà. En fait, l'un des exemples de l'usage ou des problématiques qu'on retrouve dans les non-experts, c'est l'absence de l'usage des ressources en langue, ou ils les utilisent mal. Moi, j'ai profité un peu de cette présentation pour faire un peu de publicité gratuite, je dirais, pour certains sites, mais j'aimerais les partager parce que c'est vraiment des bijoux, c'est des outils extraordinaires sans lesquels je ne sais pas comment les gens puissent écrire correctement. Il y a le Trésor de la langue française, et je vais faire aussi de la publicité, où il y a un clavier phonétique, c'est-à-dire où les étudiants, quand ils entendent un mot, ils peuvent le transcrire et avoir l'orthographe correcte. Il y a le Trésor de la langue française, mais c'est un dictionnaire extraordinaire où je vais juste parler du volet synonyme. Si vous avez un dictionnaire papier, normalement, vous avez un mot, 2 points et la liste des synonymes. Dans ce dictionnaire, vous avez une barre qui vous montre le degré de proximité. Évidemment, il y a le Robert, il y a l'antidote, mais ce que je vais dire pour faire le lien, et je finis rapidement, c'est que il faudrait que nous, comme enseignants de français, dans nos cours, qu'on fasse un enseignement explicite de l'usage de ces outils. Il ne faut pas abandonner nos étudiants et leur dire « allez, écrivez le texte » et on les laisse sans accompagnement. Et c'est justement, pour finir, ce qu'on fait au Centre d'aide en langue française à l'Université du Québec à Montréal et dans les cours qu'on donne dans le cadre du certificat de français langue seconde. Voilà, j'espère avoir respecté le temps. Merci. Merci beaucoup, Larcène. Merci à tous les panélistes pour vos interventions. Je sais que c'est un sujet extrêmement passionnant pour lequel on pourrait parler individuellement là, plusieurs heures. Donc, désolée de vous avoir un peu parfois invité à conclure. Cela dit, c'est la période de questions. Donc, c'est une période toujours très intéressante. Il y a déjà plusieurs questions dans l'outil questions-réponses. On avait reçu aussi plusieurs questions en amont de l'activité. Alors, je vais commencer avec une première question qui s'adresse à tous et toutes. Vous êtes invités à y répondre ou vous pouvez aussi attendre une prochaine question, bien évidemment. Mais existe-t-il un lien entre la langue d'usage ou la langue maternelle des professeurs qui dirigent les étudiants et la langue dans laquelle les étudiants au cycle supérieur font en fait leurs études et vont réaliser leur mémoire et leur thèse? Est-ce qu'on a des données là-dessus ou des tendances qui peuvent se dégager? On n'a pas de... Je vais répondre, c'est moi qui avais amené ces choses-là. J'ai pas de réponse stricte de chiffres. Ce qu'on note clairement, c'est qu'il y a des domaines de recherche où il y a vraiment une plus grande proportion d'étudiants non francophones que dans d'autres. Donc, quand je vous parlais de 18%, là, ça, c'est la moyenne, mais ça va de 0% dans certains programmes à plus de 50% dans d'autres programmes, comme en informatique, par exemple. Okay. Oui, Vincent, merci Julie. Un petit complément. Ce qu'on voit dans certaines études, c'est ce qu'on appelle une homophilie en collaboration. C'est-à-dire que les étudiants, disons qu'un prof d'origine asiatique dans mon département, ben, c'est pas impossible que s'il y a des étudiants asiatiques qui viennent au département, viennent travailler avec cette personne-là. Ça, c'est l'anecdote. Maintenant, dans les données, on voit qu'il y a une homophilie, par exemple, de l'origine des noms de famille. Donc, ce n'est pas des données qui répondent exactement à la question, mais macroscopiquement, on voit des relations comme ça. Merci. Est-ce qu'une autre personne voulait intervenir? Ou je passe à une prochaine question? Ça va? Parfait. Merci Julie, merci Vincent pour les premiers éléments de réponse. Ensuite, une autre question, la valorisation du français passe-t-elle par des traductions de qualité vers le français?
Des Aussi. quoi? Des quoi? J'ai pas entendu. Oui. Par? Est-ce que la valorisation du français, la valorisation du français passe-t-elle par des traductions de qualité vers le français? Est-ce qu'on s'en tient aux traductions? Je pense que... Mais les deux sont importantes. Le développement des compétences, d'avoir une maîtrise de la langue tant à l'oral qu'à l'écrit et une assurance linguistique, c'est tout aussi important qu'avec des traductions, le temps que ça prend, étant donné que surtout en sciences exactes, les de traduction automatique ne sont pas encore assez à point là, pour respecter en particulier la terminologie. Je pense qu'on n'est pas rendu à ce stade-là de l'intelligence artificielle, mais je vais laisser Vincent réfléchir là-dessus. Il y a certaines revues qui font des traductions d'une couverture à l'autre. C'est extrêmement dispendieux, c'est extrêmement demandant. Dans les faits, évidemment, ça donne de la visibilité à de la littérature qui aurait été, on pourrait dire, invisible. Par contre, ça renforce la place de l'anglais. Là, on peut être d'accord avec le renforcement, mais il faut être conscient que ce n'est pas à partir des traductions qu'on développe les compétences linguistiques des gens qui ne parlent pas la langue. Donc, je ne dirais pas que c'est une fausse bonne idée, mais c'est une idée qui a des conséquences qui ne sont pas nécessairement celles qu'on veut avoir. Merci, Vincent. Je peux ajouter rapidement, je pense que la traduction à elle seule ne peut pas être le seul vecteur de la valorisation du français. Il faudrait qu'il y ait un développement de la recherche, de la publication en français. Bien que ce soit, je pense, assez complémentaire, mais on ne peut pas s'appuyer seulement sur la traduction comme seul vecteur. Merci, Larsen. Une autre question, vous avez déjà amené des éléments de réponse, là, je le souligne, mais quand même, si vous avez des compléments ou d'autres éléments ajoutés, ce sera bien sûr bienvenu. Donc, comment favoriser l'appropriation du français par les étudiants et étudiantes étrangers, étrangères au doctorat, qui sont souvent plus isolés en raison de la rédaction de la thèse. Il y a souvent l'absence de cours à un certain moment du parcours, des milieux scientifiques qui sont plus anglophiles, des cercles sociaux plus restreints. Comment on peut favoriser l'appropriation du français pour ces étudiants internationaux-là qui sont dans un contexte différent? Cléva, je te laisse dessus. Cléva a donné déjà de nombreux exemples. Oui, tout à fait. Je vais te laisser commencer, Cléva. Le programme de jumelage, c'est justement, il visait un des aspects des objectifs qu'ils avaient, c'était de briser l'isolement des étudiants qui étaient dans les laboratoires de recherche. Mais ce n'est pas le seul programme ou projet que nous avons mis en place. On avait, tout au long de la pandémie en 2021, une autre initiative qu'on avait testée avec des résultats très, très positifs. C'est vraiment, on appelait ça mon rendez-vous en français avec Montréal. C'était d'aller chercher pas seulement les étudiants non francophones, mais leurs familles aussi, d'essayer de faire de l'apprentissage, de la valorisation du français d'un projet un peu plus large qu'individuel, étant donné que la plupart des étudiants en cycle supérieur, des fois, ont une famille qui les accompagne. Et de leur faire découvrir la vie à Montréal comme telle. Nous avons la chance d'être dans une ville francophone. Nous ne parlons pas du français dans un incubateur comme une université désincarnée. Donc, d'amener les étudiants dans la ville et la ville, idéalement à l'intérieur du campus. Et là, que les relations, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est développer les relations avec d'autres acteurs qui interviennent dans la valorisation de la langue et de la culture sont très importantes. Donc, j'entends un travail de collaboration en différents secteurs, tout à fait. On ne peut pas faire ça tout seul. Merci. J'ai levé une petite main, mais comme j'ai changé la couleur, j'ai mis une petite main brune, donc on ne la voit pas toujours. Donc, je pense que je suis d'accord que, en fait, la valorisation du français, l'apprentissage du français ne peut pas passer seulement par un enseignement et l'apprentissage de la langue. Il y a la dimension sociale, l'intégration sociale est très importante. D'ailleurs, il y a des recherches qui démontrent que l'élément social est crucial. Je vais pas citer, j'ai pas en tête un exemple en lien avec la société québécoise et canadienne, mais il y a des recherches, par exemple, qui démontrent que l'échec de l'intégration des étudiants chinois
en France relèvent d'une situation d'isolement et non pas de la qualité de l'enseignement. Donc, l'élément social est très important. J'ai deux collègues qui travaillent sur le jumelage interculturel à l'Université du Québec à Montréal, ma collègue Mira Drich et Marie-Cécile Guillot, qui font le jumelage entre les étudiants en France et langue seconde avec les étudiants de la faculté des sciences d'éducation. Et ce qu'ils ont constaté, d'ailleurs, ils ont publié un livre là-dessus, c'est que le fait d'avoir cette forme de jumelage amène une plus grande intégration, qu'il y a des amitiés qui se créent, des liens qui se créent. Et ça amène des résultats qui sont au-delà parfois des attentes et qui dépassent même les résultats qu'on peut avoir par un simple enseignement. Dans la même veine aussi, ce qu'on a fait dernièrement à l'UQAM, on a essayé de monter un cours qui s'adresse uniquement aux étudiants de troisième cycle et des étudiants internationaux. Et dans dans les objectifs inscrits dans le cours, il y a un volet linguistique, il y a un volet social, il y a aussi un volet qui est en lien spécifique avec la vie dans le campus. Donc, je pense qu'il faut combiner tous ces ingrédients pour arriver à de bons résultats. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire on va enseigner le français et puis on s'arrête là, le reste, on le laisse à l'étudiant. Donc, il faut aller plus loin. Et justement, je pense que les instances gouvernementales, le gouvernement, les autorités linguistiques du Québec ne doivent pas seulement penser la langue française en termes d'enseignement. Ils doivent soutenir les universités au Québec pour offrir d'abord des cours de qualité, mais aussi pour permettre à ces institutions d'aller au-delà de l'enseignement, pour permettre l'intégration de ces étudiants dans notre société. Voilà, merci. Merci, Marcel. Est-ce qu'une autre personne veut rebondir sur ça? Ça va? Parfait. Une question peut-être plus pour Vincent, mais j'invite aussi les autres panélistes, si vous avez des informations à ajouter, là, bien sûr, à y contribuer à cette réponse. Avons-nous une idée de la langue des revues qui disparaissent en parallèle à celles qui sont créées par rapport à l'historique que vous avez présenté, entre autres? Oui, écoutez, c'est une bonne question. Je suis retourné dans les chiffres et je n'ai pas de chiffres selon la langue, mais je sais par contre que le Canada est parmi les pays qui a perdu le plus de revues à l'échelle mondiale. Donc, par exemple, il y a à peu près juste 9% des revues britanniques qui sont disparues, alors qu'à l'échelle canadienne, c'est 20%. Donc, on est parmi les pays donc le plus de ces revues. Évidemment, c'est des données où on ne connaît pas la langue. On peut croire qu'il y a un certain nombre de revues effectivement, qui étaient en français dans le cas canadien. J'ai des exemples qui me viennent en tête, là, des revues de sciences qui avaient des communautés dynamiques dans les années 70 et 80 et qui, au tournant des années 90-2000, sont disparues. C'est à peu près au même moment où les organismes subventionnaires québécois ou canadiens ont arrêté de financer les revues dans les sciences naturelles et médicales. Il y a toujours des programmes en ce moment qui existent qui financent les revues savantes québécoises et canadiennes dans le domaine des sciences sociales et humaines, ce qui assure un montant de base, si vous voulez, là, à ces lieux de diffusion-là. Mais tout ça est disparu du domaine des sciences naturelles et des sciences médicales. Peut-être que c'est parce qu'il n'y avait pas une si grande demande, tant du point de vue du lectorat que des auteurs. Mais bon, ça ne donne pas une réponse complète à votre question, mais ça pointe peut-être dans une certaine direction, on peut dire. Tout à fait, merci. Est-ce qu'une autre personne veut répondre? Parce que Larsen, je ne sais pas si c'est comme la même main tout à l'heure ou… C'est une main oubliée. C'est une main. D'accord, parfait. Mais je vais poser quand même une autre question à Vincent, mais j'invite aussi toujours les autres panélistes à y répondre parce que c'est vraiment en lien. Que font les universités québécoises et francophones et les autres instances concernées pour stimuler les publications en français? Écoutez, c'est une bonne question. Je ne suis pas au courant de tout ce qui est fait. Puis je pense que la réponse institutionnelle peut ne pas provenir de moi parce que j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'on fait pour stimuler ça. Puis en toute franchise, depuis 20 ans, structurellement, c'est le contraire que l'on fait. On donne dans les comités d'évaluation, même si ce n'est rien d'institutionnalisé, dans les comités d'évaluation, les dynamiques de ce à quoi on donne la valeur, c'est-à-dire les revues étrangères, les publications en anglais, les hauts facteurs d'impact, on va créer les conditions objectives pour que les gens ne publient pas en français, mais publient en anglais.
Et donc, malheureusement, c'est la direction dans laquelle on est allé au cours, bon, peut-être des 20 à 40 dernières années, évidemment, en fonction des domaines. On n'est pas les seuls, hein? La dynamique dans laquelle nos universités elle est, c'est la même que celle des universités françaises, italiennes, allemandes, hollandaises, etc. C'est pas le français par rapport à l'anglais, c'est l'anglais par rapport à toutes les autres langues en ce moment. Mais évidemment, l'enjeu du français prend une couleur particulière au Québec parce que la langue de l'autre dans la Fédération canadienne, c'est l'anglais. Dans le bilinguisme belge, on a 2 langues, le français et puis le néerlandais. Il n'y en a aucune des deux qui est l'anglais. Fait que le passage à l'anglais n'a pas d'effet sur l'une des 2 langues, si vous voulez, davantage que sur l'autre, alors que dans la dynamique canadienne, c'est une autre histoire. Parfait, merci. Mais en fait, vous aviez, il y a quand même différentes initiatives ou des signatures d'entente qui ont quand même été faites récemment. Là, mais je suis pas du tout experte. Je peux en mentionner une rapidement, qui est la déclaration de Doha. La déclaration de Doha, ce qu'elle dit essentiellement, c'est qu'on n'ira pas évaluer les chercheurs, les chercheuses à partir du facteur d'impact des revues dans lesquelles ils publient. Maintenant, c'était déjà le cas. Donc, on n'avait rien de cristallisé à l'échelle de l'UDM où on allait dire on va évaluer les gens comme ça, ce qui est malheureusement le cas dans bon nombre d'universités américaines, britanniques, chinoises. Je n'ai pas le temps de parler de la pandémie et tout ça pour des raisons de temps, mais bref, on vient dire à nos communautés que la revue, ce n'est pas la seule chose qui compte. Maintenant, pour donner plus de place aux Français, il va falloir faire davantage que ça. Aller sensibiliser nos communautés que diffuser nationalement, c'est aussi bon que de diffuser internationalement. Mais c'est un bon pas. On est content d'entendre ça. Merci. Une question peut-être plus pour Julie Etlevar, c'est concernant la formation intensive en français qui est proposée à l'Université de Montréal. C'est peut-être une question un peu plus technique, mais qui reste quand même intéressante et pertinente à poser parce que je crois que c'est un programme qui amène beaucoup d'intérêt chez nos participantes, qui se demandent entre autres, est-ce que c'est une formation qui est aux frais des étudiants ou c'est offert par l'Université de Montréal aux étudiants, bien sûr, de l'établissement? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est obligatoire pour certains étudiants, facultatif pour d'autres? Elle n'est pas facultative, elle est obligatoire pour des étudiants qui ont présenté une demande d'admission et qui a été acceptée dans le programme d'études, mais pour laquelle seulement la compétence langagière ne répondait pas à l'ensemble des exigences. Donc, à des étudiants qui sont admissibles par le profil académique qu'ils ont, on présente cette autre voie qui est le programme intensif. Elle est payante, mais il n'y a pas de frais d'étudiants internationaux. Les étudiants payent 3 500 $ pour l'ensemble de la formation. Elle n'est pas gratuite. Par contre, tout le programme de jumelage, qui peut aller jusqu'à 2 ans, est entièrement gratuit et offert par l'Université de Montréal, y compris les activités socioculturelles et d'autres qui sont données dans le cadre du programme. Merci, Cléva. Donc, on a mis d'ailleurs dans le clavardage le lien vers le bureau, la valorisation de la langue française et de la francophonie. Puis, on a mis le lien vers notre pratique inspirante du CAPRES, mais qui est vraiment, qui présente votre superbe initiative. Donc, les gens pourront certainement y retourner. Je vais terminer avec une dernière question avant de conclure, comme il est déjà -5. Une grande question quand même, mais est-ce que les attentes au niveau de la langue française, la qualité du français, entre autres, sont plus élevées aux études supérieures qu'au premier cycle? Est-ce qu'on voit, parce que là, je comprends le webinaire porte sur les cycles supérieurs, mais avant d'y arriver, il faut avoir passé quand même par le premier cycle. Est-ce qu'il y a des différences selon vous? Est-ce que les efforts qui sont mis au cycle supérieur sont aussi présents au premier cycle? Comment vous voyez ça? Larsen?
Moi, je dirais, en matière de langue, sur le plan linguistique, je pense pas que les attentes des cycles supérieurs soient différentes des cycles de premier cycle, par exemple. La différence qui se pose pour les étudiants, les difficultés qui se posent pour les étudiants de premier cycle versus les cycles supérieurs, c'est le genre de texte à écrire. Quand on est face à une tâche qui consiste à écrire un article scientifique, ou à rédiger son mémoire de maîtrise ou sa thèse de doctorat, c'est sûr, c'est pas comme un travail de 5 pages, 8 pages de premier cycle. Et les compétences purement grammaticales linguistiques ne font pas vraiment la différence. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la maîtrise du processus de rédaction, c'est-à-dire un enseignement qui porte pas sur la grammaire seulement, mais qui porte sur l'écrit et les stratégies de rédaction. Donc, et c'est ça qui est important. On a même constaté que ça non plus n'est pas suffisant. Il y a une initiative qui a été lancée à l'UQAM pour les étudiants au doctorat. C'est des ateliers d'écriture qui se passent de façon collective, c'est-à-dire des étudiants de doctorat qui se mettent ensemble à rédiger une sorte de retrait pour la rédaction où il y a des échanges et ça apporte beaucoup aux étudiants du doctorat. Voilà. Merci, Larsen. Si je peux juste rajouter, cela dit, il y a des défis différents, là, dans le sens que l'internationalisation se fait à tous les cycles, mais elle se fait particulièrement de façon rapide au cycle supérieur, surtout dans un contexte où certains programmes n'ont pas de critères d'admission sur les compétences en français. Donc, je dirais que je suis d'accord avec votre réponse. Cela dit, je pense qu'il y a une réflexion à avoir vraiment au niveau des cycles supérieurs là, sur l'accompagnement des clientèles non francophones à l'échelle de toute la province, en fait, parce que c'est le début de la montée et puis je pense que la tendance va continuer à s'affirmer. Dans ce que Etleva disait, juste pour ajouter sur elle aussi, ce qui est intéressant dans les programmes de jumelage, par exemple, pour les cycles supérieurs, qui est fort intéressant, c'est qu'on peut faire équipe, Etleva et moi aussi, parce que les étudiants non seulement développent des compétences linguistiques ou langagières, mais les mentors sont aussi, Etleva en a peu parlé parce qu'on avait juste 15 minutes, mais sont aussi payés. Donc, ça aide aussi le financement intégré. Ça aide plein de choses, ce type de programme-là, aussi. On a parlé de l'aspect social, l'intégration, etc., mais ça aide même une de mes grands chevals de bataille qui est le financement aussi des étudiants au cycle supérieur. Merci, Julie. Je vais terminer sur ce comme il est -2, si ça vous va pour les panélistes. Donc, un petit mot pour vous dire qu'au nom du CAPRES, je remercie les panélistes Julie Carrier, Larsen Elghazi, Vincent Larivière et Etleva Vocage pour leur présentation et réponse aux questions. Je remercie aussi tous les participants et les participantes qui ont assisté à l'événement. Nous étions environ un peu plus de 70 personnes, donc j'en suis ravie. Et vous recevrez sous peu un questionnaire d'évaluation du webinaire. Je vous remercie de prendre quelques minutes, ça prend 2 minutes à répondre environ, ce questionnaire, mais ça nous permet de nous améliorer, de voir nos bons coups et là où on mérite de porter un petit peu plus d'attention pour les prochaines fois. Et je vous mentionne de nouveau que le webinaire a été enregistré, que l'enregistrement sera rendu disponible, tout comme les documents de présentation sur le site du CAPRES. Et en temps venu, vous recevrez un courriel pour vous en aviser et pour connaître nos prochaines activités et aussi les développements en ce qui concerne l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, à consulter notre site web et à vous inscrire à notre infolette. Alors, merci d'avoir été parmi nous et à bientôt. Donc, bonne fin de journée. Merci. Bye tout le monde. Bye bye, merci.